Retrouvez l'univers de Nanatsu no Taizai avec une nouvelle histoire et l'un des personnages les plus aimés du manga, accompagné de l'animation tant appréciée qu'il mérite. Cette histoire doit être un mensonge, ou du moins, il semble que non. Avec cette histoire qui va vous plaire, passant des 7 péchés capitaux aux 4 cavaliers de l'Apocalypse. Mais commençons depuis le début avec Perceval, un garçon de 15 ans qui aime chasser des oiseaux comme celui-ci avec l'aide de son grand-père. Malgré son âge, ce dernier est un homme très puissant, et son petit-fils n'est pas en reste avec beaucoup d'agilité et de force. Cependant, cela n'a pas d'importance pour eux, ils aiment simplement cuisiner, chasser un moment, passer du bon temps ensemble, faire des compétitions de sumo, les choses simples pour être heureux. En plus de se préparer, car Perceval est à la veille de ses 16 ans, c'est à cette date que le grand-père et le père du protagoniste ont quitté le nid pour découvrir le monde qui se trouve en bas de cette montagne très haute mais minuscule, et où n'importe quel aventurier serait heureux, car il peut y trouver des magiciens, des chevaliers, des sorcières et beaucoup de mystères. Quelque chose qui semble n'avoir aucune importance pour l'enfant, qui veut seulement passer ses après-midi et ses soirées en compagnie de son grand-père. En partie, il le dit parce qu'il apprécie le temps qu'il passe avec son vieux. Mais la vérité, et il ne peut pas le cacher, c'est que l'idée de parcourir le monde le fait rêver. Tellement que cette nuit-là, à force de penser, il n'arrive pas à rester en place et finit par s'endormir dehors devant la maison. Et là, il voit s'approcher un chevalier sur une barque fantôme. Cela l'impressionne, lui qui n'a vu que des nuages toute sa vie. Attention, c'est le chevalier sacré Ironside, qui est à la recherche d'un vieil ami nommé Bergiz, justement le grand-père, alors il le laisse passer. Cependant, il ressent une aura étrange chez ce type, et grâce à un pressentiment, au lieu d'admirer la barque, il sait qu'il doit rentrer chez lui. Le chevalier retrouve son grand-père, le voyant utiliser une arme sacrée pour couper de la viande. Il le reconnaît comme ce compagnon avec qui, il y a 16 ans, il a échappé à son maître, et le vieux. Et il répond que c'est eux qui l'ont trahi, déclenchant un combat épique. Cependant, le chevalier est bien plus puissant que lui, avec ses attaques en X, et c'est là que Percival arrive pour voir son grand-père mourant. Et non seulement cela, mais le chevalier tue aussi le petit. Ce n'est pas pour une raison personnelle, mais parce que, selon la prophétie d'Ironside, les 4 cavaliers de l'Apocalypse apparaîtront bientôt pour tuer leur roi, et il doit éliminer les candidats potentiels. Cependant, il n'a pas pris en compte que le petit, malgré sa blessure, est fort. Et il parvient à se lever pour dire au revoir à son grand-père, qui n'a pas eu la même chance. Alors, il se sent coupable de ne pas avoir pu le protéger. Cependant, le vieil homme sait que dans sa vie, il trouvera la personne qu'il devra vraiment protéger. Il n'était qu'un vieil homme, très heureux que son petit-fils ne veuille pas l'abandonner si vite. Et maintenant, avec la situation, il est libre de découvrir le monde en lui disant ces derniers mots. Et en fait, Ironside est son père. Cependant, sans beaucoup plus de force, il fait simplement ses adieux à son cher petit-fils, laissant le protagoniste qui passe plusieurs jours en deuil, trouvant même le cadeau que son grand-père lui avait préparé pour son anniversaire et une lettre rappelant à quel point ils étaient heureux ensemble. Ainsi, une fois guéri, le protagoniste enterre son grand-père et décide de partir à l'aventure vers le village. Cela lui prend plus d'1 jour et demi pour atteindre la terre bien-aimée de Britannia. Ça vous dit quelque chose? Et voici un peu d'histoire, car cette terre, comme les fans le savent, a été divisée par la grande guerre entre démons et anges, qui s'est terminée grâce à un groupe de bêtes appelé les 7 péchés capitaux, et maintenant nous nous retrouvons dans la même Britannia, mais 16 ans plus tard. Et c'est ici que Percival, un peu perdu, rencontre ce renard qui semble ne pas le comprendre, mais auquel il s'attache. Et il le suit jusqu'à tomber sur ses archers, qui s'entraînent à leur tour et qui, sans s'en rendre compte, ont un spectateur très enthousiaste devant leur travail. Malgré tout, le plus rusé du groupe, Donnie, profite de sa naïveté et lui fait le coup de le désarmer et de faire disparaître ses affaires pendant qu'il s'enfuit. Les 2 autres savent bien que leurs actes sont mauvais, surtout en voyant combien ce garçon semblait seul. Avant qu'ils ne reviennent, le protagoniste les rattrape et naïvement apprécie le tour de Donnie, gagnant ainsi un peu d'affection du groupe. Il leur demande alors s'ils connaissent Ironside, le chevalier sacré qui a tué son grand-père, en le disant sans aucune gêne. Bien que personne ne sache rien, il lui conseille quand même de demander au village voisin. Même sans talent de saltimbanque, ils en profitent entier pour se rapprocher de lui et partager leurs problèmes et leur façon de travailler avec la magie. Parce que les 3 n'ont pas pu aspirer au but de tout aventurier, devenir un chevalier sacré, car leur pouvoir n'a jamais été suffisant. Mais bon, ils continuent à leur chemin. Cependant, il semble que le village soit attaqué par un loup et c'est leur chance de gagner un peu d'argent. Ou au moins,
un logement. Ce qui se passe, c'est que le petit loup s'avère être un monstre et le mieux, c'est de fuir. Cependant, dans la cabane, il y a des victimes et le protagoniste s'est promis de ne jamais abandonner personne s'il a le pouvoir de le protéger. Cependant, en utilisant l'arc, il se met simplement en danger. Et c'est là que Donnie, dans son orgueil, fait ressortir un peu ce chevalier qu'il veut être et finit assez blessé. Alors Percival, en voyant cela, libère son pouvoir et utilise seulement ses mains. Dans une scène impossible, il abat la bête d'une simple gifle, ce qui libère un sceau maudit, déjà aperçu avec l'oiseau ayant chassé son grand-père quelques jours plus tôt. Mais l'important, c'est qu'il devient un véritable phénomène dans le village et désormais un héros pour tous. Mais la célébrité ne l'intéresse pas vraiment, il prend juste un bain avec Elba, avec qui tout étant normal. Il se voit nu, en profitement pour discuter un peu tout en se rapprochant beaucoup. Et ici, elle pense déjà que Perceval est un enfant, mais il s'avère qu'il a le même âge que les autres, 16 ans. Et c'est ici que commence sa quête d'Ironside. Personne ne semble avoir d'informations, sauf ce guerrier en armure nommé Pelgar, qui connaît Ironside à cause de leur ressemblance, et connaît aussi le grand-père. À un moment donné, il commence à leur manquer de respect, et le grand costaud s'interpose seulement pour se prendre un coup de cette bête inamovible. N'arrivant pas à s'entendre avec Percival, il engage le combat, où le chevalier croit beaucoup en la force du héros, mais finalement, cela ne lui pose aucun problème. Et il arrive à le comprendre, puisqu'il n'utilise ni armes, ni magie. Donc, la seule chose qui lui reste à faire, c'est de le faire abandonner pour pouvoir l'emmener, car c'est son objectif. Tandis que les autres assistent impuissants à la raclée, les coups deviennent plus douloureux à force de persévérer. Cependant, lorsqu'un enfant du village décide de le motiver, tout change, car pour la première fois, il parvient à bouger l'armure la plus lourde du village. Ignorant posséder une telle magie, il ne comprend pas ce qui arrive à son corps. Mais son pouvoir est grand et le chevalier le sait, alors il utilise aussi sa magie. Bien que le protagoniste ait affirmé que c'était ce qu'il y avait de plus juste pour le combat, les flammes de Pelgar deviennent trop puissantes et l'engloutissent. Il devrait abandonner vu ses blessures, mais il refuse. Il se passe quelque chose de curieux. Plusieurs marionnettes du protagoniste apparaissent, ce qui est très intriguant, car même si ces créatures ne sont pas très puissantes, Percival utilise plusieurs types de magie. Autant par son aura dorée, par ses petites créatures de transmutation, et en plus, parce qu'il est en train de se soigner lui-même. Selon ce chevalier très expérimenté, il n'a vu qu'une personne sur 1 million capable de cela, d'où sa volonté de l'emmener avec lui. Cependant, Perceval veut continuer le combat, donnant ainsi au peuple l'illusion qu'il peut gagner. Et c'est Donnie qui parvient à gagner un peu de temps grâce à sa magie, car il sait qu'il est en train de contenir la force de ce chevalier noir. Alors, avant que la tragédie ne se produise, Donnie décide d'utiliser quelques-uns de ses tours. Mais il est déjà trop tard pour fuir. Heureusement, le renard de tout à l'heure apparaît, et sans faire grand-chose, il se met sur le chemin des protagonistes. Et en utilisant un orbe magique, il emmène ses humains, avant qu'ils ne soient habitués, jusqu'aux os d'un dragon. Et c'est ici que, sorti de nulle part, la créature appelée Cid commence à parler et dit au protagoniste qu'il doit l'accompagner avant que ses chevaliers noirs ne le trouvent. Cependant, il a besoin d'une explication sur ce qui se passe, nous racontant qu'il existe une organisation de chevaliers noirs, qu'ils partagent certaines similitudes dans leurs armures robustes et qu'ils servent le roi maléfique, qui a peur, car la prophétie dit que les 4 cavaliers de l'Apocalypse, nommés guerre, famine, peste et mort, mettront fin à sa vie, tous impressionnants. Alors, avant qu'ils ne se réunissent et ne détruisent le monde, il y a des gens comme le roi qui veulent les éliminer. Et l'organisation du renard cherche à empêcher les cavaliers de semer le chaos. C'est pourquoi il doit l'accompagner, et s'il accepte, il l'aidera à trouver l'endroit où se trouve son père. Mais d'abord, ils devront voyager à Léon, une ville qui lui semble assez familière. Pendant ce temps, allons à Camelot, un royaume caché où se rassemblent les chevaliers noirs. Et leur chef leur donne plus d'indices sur les cavaliers. Comme le fait qu'ils sont des adolescents qui possèdent certains traits de pouvoir et des physiques particuliers, avec des coiffures un peu excentriques. Ce qui rappelle à Ironside, qui est présent, son fils, dont il n'a pas vraiment vérifié s'il lui avait ôté la vie. Quelque chose que Pelgar considère comme un gâchis, puisqu'il pourrait entraîner le petit comme allié avec tout ce pouvoir. Cela crée une tension entre ces deux-là, car le père doit éliminer Percival. Par fierté envers son roi, ce qui lui fait même perdre tout sentiment pour ce fils qu'il a. Et en plus, parce qu'il a peur de son pouvoir, puisqu'il est le cavalier ayant le plus de chances de détruire ce monde, mais il pourrait aussi être un enfant qui s'amuse à poursuivre tout ce qu'il voit. Bon, voyons voir. Il se perd même dans une forêt où les fées remarquent qu'il est entré. Pendant que Donnie et Shin, à la recherche de nourriture, rencontrent cette géante qui, pendant sa prière, parle avec l'humain, car dans la forêt où elle vit, il y a récemment des créatures inquiétantes. Justement, celles qu'elle chasse
Percival pour le dîner. Le problème, c'est qu'il entend des cris dans une petite maison, et en enquêtant, il tombe sur cet otage qu'il parvient à libérer et à faire s'échapper sans problème. Cependant, il y avait quelqu'un derrière, et celui-ci en profite pour endormir le protagoniste, et remplacer le sujet d'expérience qu'Araenia qui lui a pris, avec un visage assez macabre, car le type connu sous le nom de Nassiens était le responsable de tout le chaos dans la forêt. Et ces créatures mutées, et c'est quelque chose que craignent aussi bien les fées que la géante, car ce type est connu sous le nom de l'herboriste. Il est fou parce que ses expériences sur des créatures vivantes sont les plus macabres. Pendant ce temps, ses compagnons Donnie et Shin le cherchent, craignant tout ce qu'il pourrait lui faire. Ce type appelé Nassiens avec ses potions, surtout avec la mauvaise réputation qu'il a auprès de toutes les créatures. Bien que, cela dit, la géante ne semble pas vraiment d'accord avec ça. Pendant ce temps, le protagoniste à moitié nu est prêt pour les expériences, pour lesquelles Nassiens lui a enlevé ses vêtements. Parce que ces vêtements ont une charge magique cachée. Attention à ça, en fait, il reçoit des doses de potions que son corps assimile instantanément, tout comme leurs effets. Ce qui enthousiasme l'herboriste, qui a enfin un sujet d'expérimentation idéal. Cependant, quelque chose cloche, car il est plus calme qu'il n'y paraît. Il est très empathique, et on peut lui parler en expliquant qu'il l'a pris en otage, car il a attaqué le premier chez lui. Tout comme l'a fait la fée qui était là avant, et il a ce regard de vieux pervers depuis qu'il est enfant. Cela s'explique par le fait qu'il exprime tout ce qui l'enthousiasme, en se mordant et en laissant entendre que le but de ses potions n'est pas aussi personnel qu'il n'y paraît. Pendant que Donnie et les autres essaient de survivre à toutes les bêtes mutées de la forêt. Maudissant l'herboriste qui, après avoir résolu le malentendu avec le protagoniste, décide de le laisser partir. Si son corps parvient à supporter la potion ultime qu'il est en train de préparer, laquelle pourrait aussi facilement le tuer. C'est pourquoi le protagoniste, qui aurait pu se libérer depuis un moment, s'éloigne et prend ses affaires pour que Nassiens, désespéré, l'attaque et le protagoniste, sans problème, écrive tout ce qu'il peut. Cependant, en entendant le type désespéré, il se rend compte que cette potion est justement préparée pour sauver la vallée. Quelque chose qui contredit ce que nous savions jusque-là. Il décide donc de faire confiance à ses paroles et boit lui-même le poison, qui le fait se tordre un peu, mais il se relève rapidement avec plus de force et l'énergie nécessaire pour parcourir toute Britannia en un instant, faisant de l'expérience un succès grâce à l'intuition du protagoniste. Et c'est pourquoi il est très reconnaissant envers Nassiens, qui, pour une raison quelconque, décide de boire le reste de la potion, ce qui l'endort directement pendant un moment. Pendant ce temps, Donnie et les autres arrivent soudain et constatent que le protagoniste va bien, accompagné de l'ennemi de toutes les fées de la vallée. Cependant, alors qu'il est inconscient, il mentionne Ordo, et selon les petites créatures, Ordo a été, il y a longtemps, le premier humain à avoir touché cette forêt. Et c'était une personne très gentille qui a consacré son temps à étudier toutes sortes d'ingrédients et à préparer des médicaments justement pour les créatures du lieu, devenant ainsi une sorte de chef. Et avec le temps, il a rencontré la nonne et Nassiens, qui, ayant été abandonnés depuis l'enfance, il a décidé de les accueillir et de les élever comme s'ils étaient ses propres enfants. Pendant leur croissance, il leur a tout appris sur les plantes, les potions, le travail des ingrédients et la préparation des meilleures potions. Du moins jusqu'au jour où il a disparu, ce qui a été le déclencheur pour que Nassiens s'enferme dans sa cabane comme un fou. Donc, nous avons pas mal de mystères. Mais ici, l'herboriste commence déjà à reprendre conscience et à voir que l'état de la vallée empire, et d'utiliser sa préparation, même si les fées du coin ne le laissent pas faire en l'attaquant sans réfléchir. Ainsi, Perceval est le seul à le défendre, lui donnant la confiance nécessaire avec l'expérience qu'il a en cours. Alors, lorsque le brouillard toxique commence à se répandre, éliminant toutes les créatures, Nassiens utilise sa capacité vénéneuse, qui consiste à assimiler n'importe quel liquide qu'il absorbe et à le répliquer avec son pouvoir. Il la répand instantanément dans toute la forêt, ce qui commence rapidement à avoir un effet positif sur toute la vallée, y compris sur les créatures transformées. C'est la raison pour laquelle tout le monde l'a accusé, mais il ressent aussi de la culpabilité pour cela. Son père lui a appris que pour comprendre les poisons et trouver le remède aux maladies, il doit travailler avec elle-même. Même s'il devrait se sentir comme la pire personne jusqu'à présent, grâce à son travail, il a pu renverser la situation. Les choses se calment pour l'instant, pendant que Percival se fait une coupe mulet grossière et qu'il ne reste que les faits. Il s'excuse pour toutes les rumeurs qu'ils ont créées sur l'herboriste, et celui-ci leur dit que le véritable héros, c'est le protagoniste. Dans son innocence, il savait le risque qu'il avait décidé de prendre pour accomplir cette tâche. Cependant, le renard et ses sens se rendent compte que le poison est encore répandu sur la terre et la source. C'est une fissure dans la montagne, assez suspecte, d'où émerge une créature désagréable et déformée,
dans le pur style des Titans. Il s'avère que c'est le maître Ordo, qui semble très agressif mais qui attire Nascience, que sa sœur arrête heureusement au dernier moment. En effet, le corps de cette bête produit la toxine qui a contaminé la vallée. Cependant, le garçon ne peut pas le comprendre en se rappelant l'amour de sa mère pour les créatures et pour cette forêt. Ainsi, dans son entêtement, il s'approche de lui, essayant de le ramener à la raison par la parole, s'exposant ainsi à un danger. Là où le protagoniste est sa sœur. Pour le protéger, la fille finit par utiliser son corps comme bouclier, se retrouvant dans un état très grave. Et c'est là que la fée douce, que le protagoniste a sauvée, entre en scène. Et il s'avère que c'est lui l'auteur de tout ce chaos, et qui a été chargé de transformer Ordo, sous prétexte que le vieil homme est un pécheur né, et détruire toute cette zone est la façon de se racheter. Alors à ce moment-là, Percival change de personnalité, et rempli de rage, il jure à Nascience qu'ils récupéreront son grand-père, et qu'il ne se laissera pas tromper par cette fée. Encore une fois, l'histoire continue avec Percival qui est motivé à sauver le père de Nascience. Cependant, dans l'état où il se trouve actuellement, il ne sait pas quoi lui faire. Mais Percival a toujours des idées, car le plus rapide serait d'en finir avec celui qui contrôle Ordo. Et ce n'est qu'une simple fée. Cela ne devrait pas poser de problème si ce n'était pas que derrière ce visage innocent se cache Talisker, un autre des chevaliers qui travaillant pour le roi de Camelot. Et par conséquent, Percival sait qu'il est un ami de son père. Cependant, l'homme, sûr de sa force et voyant le désespoir de l'herboriste, lui propose que s'ils arrivent, ne serait-ce qu'à lui porter un coup. Lui diront-ils la raison pour laquelle son père adoptif est dans un état aussi déformé, voire pire, et s'il parvient à le vaincre, il aura la possibilité de rendre à Ordo sa forme humaine. Et même ainsi, il sait que ce ne sont que des provocations de plus. Nascience n'écoute pas et décide d'attaquer sans réfléchir avec son autre capacité qui lui permet de générer du poison sur différents objets qu'il peut même disperser. Alors Percival veut aussi l'aider, mais Nascience ne le laisse pas faire. Comme quelqu'un sans pouvoir magique serait une proie facile pour Talisker, et comme le protagoniste, pour une raison quelconque, ne peut pas invoquer sa magie, il passe pour un idiot pendant que l'herboriste essaie d'attaquer. Cependant, l'ennemi contrôle la météo à sa guise et fait tomber de la grêle que son rival n'attendait pas. Et c'est Percival qui, grâce à sa vitesse, finit par le sauver. Cependant, ils ont oublié Ordo, qui apparaît par derrière et frappe son petit-fils, Percival. Celui qui utilise maintenant son corps pour arrêter les coups et lui faire reprendre conscience. Avec des mots, il parvient par moments à le faire douter un peu, voire à lui faire verser une larme. Alors Talisker commence à s'impatienter à cause du retard, et lance à nouveau une attaque de grêle qu'ils ne peuvent pas éviter. Cependant, encore une fois, le protagoniste décide d'utiliser son corps pour arrêter la grêle, recevant de nombreux coups sur tout le corps, mais atteignant complètement son objectif. Pendant ce temps, les autres le trouvent très blessé, ce qui démontre la motivation de Perceval à aider les siens. Alors Talisker s'ennuie, et décide d'en finir une bonne fois pour toutes. Cependant, une lumière éclaire tout, créant une aura de puissance autour du protagoniste, rappelant celle des créatures vues récemment, mais cette fois plus difforme et avec une puissance clairement accrue. C'est quelque chose que même ses compagnons ne comprennent pas. Pourquoi cela arrive-t-il ? Donc, à ce stade, une simple attaque de Talisker ne fonctionne plus, et il doit essayer autre chose. Parce que maintenant, ces créatures amorphes le dominent complètement, et c'est parce que le protagoniste cherche à lui faire respecter les conditions qu'il a lui-même fixées au début du combat. Cependant, peu à peu, il se rend compte de la résistance du protagoniste et il se sent assez accompli, même lorsqu'il finit par le soumettre d'une seule main, totalement entouré de pouvoirs magiques. Il doit avouer la vérité sur ce qu'il a fait à l'herboriste, sachant que tous connaissaient son amour pour la forêt. Car pour Talisker, et plus généralement pour tous les chevaliers au service d'Arthur, les humains qui consacrent leurs efforts à aider d'autres races que les humains eux-mêmes commettent un péché. Et ils ont fait plusieurs avertissements à Ordo, dont aucun n'a été pris en compte, même s'il les a entendus. Et il a fini par être puni. Comme une bête consumée par des impulsions obsessionnelles, il a été forcé d'attaquer la vallée qu'il avait lui-même protégée pendant si longtemps. Avec la conviction claire du chevalier que ce qu'il fait est juste, et pas seulement pour lui, mais aussi pour son roi. Quelque chose qu'un enfant ne comprendrait clairement pas. Alors maintenant, le type disait invoquer son pouvoir de foudre, convaincu que cette fois, il mettra fin au combat. Cependant, Perceval attrape les éclairs avec sa main, et les retourne contre son ennemi, qui ne comprend pas qui est cet enfant jusqu'à ce qu'il se souvienne de la description des cavaliers de l'Apocalypse, et qu'il réalise que cela correspond parfaitement à celui qui avait des cheveux d'oiseau. Alors maintenant, il décide d'utiliser son pouvoir sérieusement, car c'est l'occasion d'éliminer la seule menace qui pèse sur les plans de son roi. Il ne se rend donc pas compte de cela. Et maintenant qu'il comprend que la magie du protagoniste semble s'adapter à ce qu'il pense, il a fait recréer l'arme parfaite. Et c'est ainsi
que Perceval, en se rappelant ses anciens exploits avec son grand-père, il recrée cette grande épée qui neutralise facilement l'attaque de Talisker. Comprenant que s'il y a 4 de ces monstres, ce sera très difficile pour ses compagnons, car dans son cas, il est déjà presque mort. Même si le protagoniste ne contrôle toujours pas vraiment comment fonctionne sa magie. On voit la nonne se réveiller, surprendre tout le monde par sa nouvelle couleur de peau, et la raison pour laquelle elle est toujours en vie. Cependant, ignore-t-il que les géants de naissance ont la capacité de rendre leur peau entièrement métallique, et c'est ce que la jeune fille a utilisé pour sauver sa vie au bon moment. Cependant, Ordo est toujours dans un état lamentable, ce qui fait que Nascience ne sait plus quoi faire. Et il n'a qu'une seule idée en tête, retrouver son père, ainsi que tous les objectifs qu'il désirait tant. Cependant, avant qu'il ne puisse devenir triste, pleurer et tout, le protagoniste Essine, il trouve cet objet à l'apparence assez étrange que Talisker a laissé avant de mourir, et qu'il décide de détruire, levant ainsi la malédiction qui retenait l'herboriste. Et cela devient le bonheur pour tout le monde. Surtout l'antipathique Nascience, qui pour la première fois montre son bonheur sans se soucier de rien, donnant une leçon importante au protagoniste, qui plus tard n'hésite pas à le défendre avec ses amis. Pendant ce temps, Sin nous explique que le bâton étrange de Talisker s'avère être l'une des reliques du chaos. Chacun des chevaliers en possède une, et elle représente la plus grande malédiction de leur pouvoir. Ainsi, Percival décide que cette fois, botter les fesses de l'assassin de son grand-père ne suffira pas, mais qu'il va aussi s'occuper d'aider toute personne qui souffre à cause de ses chevaliers et de leur bâton du chaos, et ouais, bien sûr s'occuper aussi de leur chef, Arthur. Mais pour l'instant, ils doivent commencer par voyager à Léon, comme première ville à visiter. Cependant, avant qu'ils ne puissent aller manger quelque chose, sans savoir comment, tout était déjà prêt. Avec l'une des créatures qui était maudite dans la forêt. De plus, l'herboriste finit par apparaître, et d'une manière assez étrange, il veut faire une déclaration au protagoniste, ce qui est plutôt anticlimatique. Cependant, il ne s'agit pas de cela, mais avec une expression sombre, il leur dit qu'il les accompagnera dans leur aventure, laissant son grand-père et sa sœur derrière lui. Puisqu'ils ont décidé de rendre la vallée plus productive et d'en faire un meilleur endroit. Pendant ce temps, il peut poursuivre son aventure pour devenir un herboriste aussi bon, voire meilleur, que son père. Cependant, cette idée ne plaît pas beaucoup à Donnie, qui ne le trouve pas très utile pour l'équipe, en plus de trouver sa personnalité compliquée. Cependant, il finit par être accepté dans l'équipe grâce à l'utilité de ses poisons, dans certains cas, que l'on peut rencontrer pendant que nous observons les fées de la vallée. Tristes du départ de leur vieil ami, ils savent que c'est ce qu'il y avait de mieux pour lui. Puisque c'est la première fois qu'à Hassien, il rencontre une personne qu'il peut vraiment appeler un ami. Et cela se voit dans son expression de bonheur. Cependant, l'histoire continue, et dans un village éloigné, Ironsid se trouve réuni avec le duc du lieu qui essaie de le convaincre de l'importance de retrouver l'un des fragments du cercueil de l'obscurité éternelle caché dans ce village, et que cela servira aux chevaliers sacrés pour éviter une catastrophe imminente dans le village. Cependant, c'est à ce moment qu'entre en scène Anne, la fille du duc, qui possède la capacité cachée de savoir quand quelqu'un ment. Et même si son père est le premier à le faire pour défendre sa ville, Ironside est totalement corrompu par le mensonge. Alors, lorsque celui-ci tente directement de lui proposer d'être l'épouse de son fils, le dégoût se lit sur son visage. Son père met donc fin à la situation. Pendant ce temps, passons aux protagonistes qui survivent dans la Grande Vallée, avec Perceval essayant de contrôler son pouvoir, qui est aussi instable et imprévisible que lui. Pendant ce temps, dans son sac se trouve le vieux couteau de cuisine de son grand-père. Il est clair pour tous que c'est une épée magique. Qui sait quel est son niveau de pouvoir, puisqu'elle appartenait à un chevalier sacré. Mais bon, ils doivent maintenant se concentrer sur leur voyage vers Léon, où ils pourront trouver l'entrée de Camelot. Cependant, ce sont des lieux qui n'existent plus pour les gens ordinaires. Mais si Shin le dit, le héros lui fait totalement confiance. Cependant, comme ils n'ont pas les merveilleux orbes de téléportation qui d'ailleurs ont été créés par un personnage qu'ils connaissent et que nous connaissons sous le nom de Merlin. Pour l'instant, ils doivent trouver le sorcier le plus proche pouvant les fabriquer. Ils arrivent dans ce village où les créatures du protagoniste, disons, décident de déterrer cette étrange pierre tombale. Au début, ils ne comprennent pas ce que c'est, jusqu'à ce qu'Anne apparaisse pour les accuser de voleurs et d'alliés d'Ironsid. Donc, comme personne ne comprend ce qui se passe, la situation devient tendue. Cependant, alors que tout le monde semble être un menteur, la jeune fille se rend compte que Perceval non seulement lui remet la pièce, mais qu'il est totalement incapable de mentir. C'est quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Ainsi, lorsqu'une des servantes arrive pour ramener la jeune fille chez elle, celle-ci décide, en dernier recours, de confier l'objet à Perceval. Cependant, au final, aucun d'eux ne sait vraiment quoi faire avec elle.
Et c'est Shin qui leur explique que des pièces de ce type font partie d'un sceau très puissant. Mais le protagoniste peut-il envisager de vaincre son père sans tenir compte du chaos que cela pourrait provoquer? De plus, son pouvoir n'est toujours pas à la hauteur d'Ironside. Donc pour l'instant, ils attendent simplement une réunion dans la nuit, où le chevalier sacré expose l'importance de retrouver la pièce manquante du cercueil. Pendant ce temps, les protagonistes se contentent d'observer car, selon le rouge, activer le cercueil est la seule chose qui peut sauver les villageois du désastre imminent. Cependant, Shin sait que tout cela est un mensonge en voyant la pierre, car il s'agit d'un sceau qu'ils ont utilisé il y a 16 ans pour sceller les démons pendant la Grande Guerre, ce qui a coûté 16 âmes. Si Ironside cherche à l'activer, il doit suivre le même processus, probablement avec les âmes de ces pauvres villageois. Ainsi, Anne, qui sait aussi qu'il ment, l'humilie devant tout le monde. De plus, elle finit par révéler son pouvoir, ce qui pousse Ironside à la considérer comme un danger potentiel pour son roi. Alors, avec toute cette agitation, le mieux pour les protagonistes est d'en profiter pour s'échapper. Cependant, malgré la colère qu'il ressent envers son père, Percival ne peut pas abandonner la jeune fille. C'est pourquoi il se montre à son père, qui le méprise comme toujours, et emmène Anne dans un endroit sûr où ils peuvent s'organiser et mettre la pièce en sécurité. Mais il est déjà trop tard quand la servante se révèle être la familière d'Ironside. Et elle parvient à s'échapper, complétant ainsi le sceau qui déclenche maintenant un véritable chaos. Ils ne peuvent pas fuir, car le familier s'en est pris au duc, tout le village risque d'être massacré. Ils entament librement le rituel, libérant de nombreuses ombres avides de sacrifices. Celles-ci envahissent alors la ville de créatures informes. Alors que Shin veut s'en charger, Percival a une confiance aveugle en lui. Les autres lui font donc confiance, surtout car ils doivent s'occuper du chevalier. Même en étant distrait par le rituel, personne n'échappe à son aura bestiale, semant la terreur chez tous, sauf chez Percival, qui se lance à l'attaque. Cependant, la magie qui était si utile se retrouve humiliée par la puissance de son père, qui n'a pas de rival, même en n'utilisant qu'une seule main. C'est pourquoi Donnie, à l'idée de mourir de cette façon, préfère s'enfuir, ce que Percival ne considère même pas. Et il continue d'attaquer, cette fois en unissant ses forces avec le reste de ses compagnons. Comme Anne, qui a une grande habileté à l'épée, mais même cela n'est pas suffisant. Personne ne s'attendait à ce que Natiens ait mis du poison sur l'épée de la jeune fille. Et celle-ci parvient à atteindre l'ennemi, ce qui réduit considérablement sa mobilité et ne fait que le rendre encore plus furieux. Et maintenant, ses attaques uniques se transforment en une pluie de X acérés. Pendant ce temps, Donnie, face à la situation critique du village, se rend compte qu'il ne peut pas simplement fuir. Avec autant de gens souffrant à cause des démons, agissant contre leur volonté. Pendant ce temps, au château, l'équipe survit grâce aux soins de Perceval, qui, à ce moment précis, commence à être torturé par son père. Ce dernier lui raconte que la raison pour laquelle il a tué le grand-père est simple. Son roi pensait qu'il était l'un des cavaliers et il devait simplement obéir, en plus du fait que le grand-père lui avait volé un objet très important dans le passé. Cependant, il sait qu'à ce moment-là, il s'est trompé de cible et il continue de l'attaquer brutalement. Il est conscient que son fils est le véritable cavalier qu'il recherchait et qu'il doit maintenant le tuer pour que les plans de son roi fonctionnent. Alors il le transperce avec une épée, tandis que personne ne peut rien faire pour le sauver. À peine Inasians récupère-t-il le corps, et même avec Linda lui donnant à boire, la potion améliorée n'a aucun effet. Laissant une situation lourde avec un enfant tué par son père, quelques jours après qu'il ait tué son grand-père louche. En attendant, Donnie, ayant aidé au village, retourne au château soutenir ses compagnons. Ou, pour une raison quelconque, l'une des créatures de guérison du protagoniste apparaît, même si son maître est mort. Ironside ne s'y attendait pas et décide de l'éliminer avant qu'il ne devienne dangereux, mais ce n'est pas si simple. Grâce à Inasians et à Anne, qui refusent de laisser mourir la seule personne sincère qu'elle ait rencontrée. Pendant ce temps, des créatures surgissent partout. Tout cela pendant qu'Anne, maintenant avec sa nouvelle blessure en prime, fait face à la situation comme elle peut. Même si Ironside attaque encore, il paraît moins efficace face à la démonstration du protagoniste. Voyant son pouvoir croître si vite, il sait qu'il est trop dangereux de le laisser vivre et doit l'éliminer immédiatement. Le pouvoir de Percival, appelé Hope, repose sur la motivation de son grand-père et de ses compagnons. Pendant ce temps, les démons attaquent les villageois. Malgré la distraction de Donnie, cependant, le néant semble être un guerrier. Utilisant des couteaux avec une grande habileté, il élimine sans difficulté chaque démon qu'il rencontre, l'un après l'autre, sans même faire d'effort. Pendant ce temps, le familier d'Ironside ne peut qu'observer le plan de son maître s'effondrer jusqu'à ce que son tour arrive. Les protagonistes en concluent donc que cela est dû aux alliés que Shin a obtenus. Et c'est ici que la situation change,
car le chevalier sacré commence à accepter l'échec de son plan. Et comme cela représente un déshonneur pour son roi, qui va probablement finir par le tuer. Alors, en voyant tout le mal qu'il a fait à son père et à son fils. Comme dernier souhait, il veut voir le visage de Perceval de près, une dernière fois, ce qui parvient à émouvoir le protagoniste, car cela reste son père. Mais Anne lui fait clairement comprendre qu'Ironside est entouré des pires mensonges, ce qui énerve l'ennemi qui n'en peut plus avec cette fille étrange. Et encore moins avec son fils, qu'il ne fait qu'insulter tout en essayant de l'attaquer. Cependant, maintenant Perceval peut esquiver plus facilement, en utilisant son pouvoir et sa cape, mais il ne peut pas fuir éternellement. Profitant de l'effet persistant du poison de Naziens, ils tentent une première attaque, sans réel succès. Grâce à l'effet de surprise, la capacité de Donnie et un piège classique, ils parviennent à éloigner le cercueil, à séparer les parties et à conserver la plus importante. Ils parviennent également à dévoiler le visage de l'ennemi, qui se retrouve complètement dépassé, malgré sa force brute. Il admet que Perceval s'en est très bien sorti. Cependant, il sait aussi qu'il ne fait que retarder un peu la chute imminente de Léonesse, qui finira par arriver quoi qu'il arrive. Avant qu'il ne puisse continuer à se battre, un autre chevalier nommé Morlange l'interrompt, lui disant qu'il y a des priorités pour l'instant. Et dans ce cas, il y a un guerrier inconnu dans la ville qui, d'après ses attributs, pourrait être associé aux 7 péchés capitaux. Quelque chose qui ne leur convient pas du tout, et lançant un regard haineux à son fils, ils doivent partir, nous laissant sur la fin du combat et une victoire pour l'équipe épuisée. Cela dit, tant le père d'Anne que les villageois remercient pour tous les efforts fournis, surtout pour cet allié qu'il a réussi à rallier. Shin, qui de manière suspecte, après être revenu, a inventé une excuse sur la façon dont il a réussi à l'appeler. Le fait est que la tranquillité s'empare de l'endroit, tandis que Percival ne pourrait pas être plus heureux. Cependant, comme toujours, il garde sa douleur pour plus tard, et le lendemain matin. Il se souvient à quel point son père ressemble à son grand-père, même dans ses expressions, même dans sa façon de parler. Cela le rend tout simplement triste, car on parle d'un enfant qui doit ressentir la haine de son père. Mais bon, maintenant, nous allons à Camelot, où pour la première fois, nous voyons Arthur Pendragon, le chef suprême de ses chevaliers, qui réprimande Ironside pour son échec. Surtout parce que, même s'ils sont les 4 cavaliers de l'Apocalypse, il reste des enfants qui l'ont vaincu. Ce que le vieil homme accepte sans problème, tout comme sa punition. C'est pourquoi le chef utilise sa force obscure et, à travers une technique assez macabre, il semble fouiller en lui une douleur agonisante. Pendant ce temps, Arthur lui raconte qu'il a créé la terre de Camelot pour que les humains n'aient pas à souffrir à cause des guerres des autres races. Cependant, tant que les 7 péchés ou les 4 cavaliers de l'Apocalypse existeront, il ne pourra jamais mener son plan à bien. De retour à la réalité, Arthur a débarrassé Ironside du poison qu'il avait encore dans le corps et décide de lui donner une nouvelle chance de réaliser ses plans. Cependant, pour l'instant, il ne doit pas chercher Perceval ni le guerrier inconnu, mais simplement trouver la jeune fille qui sera sa future épouse. Et cela a-t-il un rapport avec le fait qu'il peut devancer ses ennemis? Pendant ce temps, après avoir reçu les remerciements du duc, celui-ci leur raconte quelque chose de plus sur Ironside, comme le fait qu'il a été le compagnon de son épouse en tant que chevalier sacré et qu'elle a toujours dit des merveilles de son camarade, son incroyable sens de la justice et la gentillesse qu'il a toujours eue, dont il ne reste plus grand-chose aujourd'hui. Mais ils sont interrompus, car Anne apparaît avec un nouveau style, et pas seulement de coiffure, pour suivre les traces de sa mère en tant que chevalier sacré. Et comme son père sait qu'il ne peut pas l'arrêter, il la confie à Percival, qui est la personne idéale dans cette situation. Ainsi commence une grande équipe dans laquelle elle est plus que bienvenue. Le plus dur reste l'adieu avec son père, qui garde une grande confiance en elle. Ils se réunissent donc tous, prennent leurs valises et se dirigent vers Léon. Mais Percival ne peut pas être serein face au destin qui l'attend, celui de détruire le monde entier. Mais c'est Shin qui le calme, en lui disant qu'il doit simplement devenir plus fort et s'opposer à ce futur qui l'attend. Et s'il a besoin de soutien pour cela, il a ce formidable groupe d'amis qui l'accompagneront dans la décision qu'il prendra. En plus, ce gamin est un vrai chef, ça on ne peut pas le nier, mais bon, rien qu'en commençant le chemin vers Léon, on se rend compte que le cheval pourri qu'il a, qui est un cadeau de son père, c'est le moins cher et le plus lent qui existe. Cependant, c'est la seule compagnie que la fille a eue depuis son enfance, ayant une personnalité compliquée pour être sociable et se faire des amis. Même si maintenant elle en a, et de très bons. Cependant, le petit cheval est vraiment compliqué. En plus, il ne peut pas faire 1 kilomètre sans tomber dans le coma. Et ils doivent arriver à Léon, un endroit qui lui rappelle quelque chose, car c'est la maison de ses idoles. Les 7 péchés capitaux. Et où elle compte réaliser son rêve de rencontrer l'attirant Méliodas, dont elle a même des avis de recherche.
la surprise qu'elle va avoir avec le nain. Mais bon, elle propose qu'ils choisissent un chef et comme aucun des autres ne remplit les conditions, à peine un peu. Donnie, qui est aussi un bon chef, elle se présente comme la meilleure option. Cependant, voilà, même si elle a le titre, Shin est toujours le plus stratégique. Et il trace rapidement un chemin vers Léonesse, où ils évitent une forêt dans laquelle ils pourraient facilement mourir. Mais en prolongeant un peu le récit du voyage, ils arrivent d'abord dans un village appelé Kant, où ils vont un moment dans une de ces tavernes et rencontrent Hauser. Il semble être un simple ivrogne, mais il s'avère qu'il est en réalité le chef actuel des chevaliers sacrés de Léon. Et en plus, c'est l'oncle de Donnie qui, il y a longtemps, entraînait lui et son frère Edrin pour qu'ils deviennent de grands chevaliers. Mais si aujourd'hui l'un d'eux est artiste de rue, il doit bien y avoir une raison. Quoi qu'il en soit, après avoir avancé avec le petit cheval endormi, ils arrivent en ville, où ils sont surpris. Il y a beaucoup de commerce, mais à part le bar, les auberges et la zone de combat, il y a quelque chose d'étrange avec les produits. Et on le voit tout de suite, lorsque la Grande Anne décide de dépenser tout l'argent qu'elle a dans des produits dont ils n'ont pas besoin, mais qui se retrouvent tous au même prix. Bien que ce soit différent, ils y prêtent peu d'attention et cherchent à récupérer un peu d'argent pendant que Donnie et Nassiens prennent un verre. Cependant, la rencontre entre Donnie et son oncle finit par avoir lieu. Celui-ci lui reproche d'avoir abandonné l'entraînement de chevalier sacré et de passer son temps à boire dans les villages, ce que Donnie ne peut pas nier. Pendant ce temps, des personnes mystérieuses errent en ville. Et Percio remporte tous les combats de l'arène locale, raflant toutes les mises et récupérant une partie de l'argent qu'ils avaient perdu. Pendant ce temps, Nassiens remarque qu'il est étrange que le chevalier sacré se trouve dans une zone aussi éloignée de Léon. Cependant, ici, il commence à exagérer un peu avec son neveu, car il sait que ce qu'il possède est dangereux s'il tombe entre de mauvaises mains. Et il ne le lui confierait pas, lui rappelant qu'il n'a jamais rien accompli dans sa vie. Et sa mère, qui est morte, serait tout aussi déçue. Il va même jusqu'à le frapper alors qu'il est ivre. Alors toute l'équipe se réunit à la taverne, tandis que Donnie ne peut que fuir, assez bouleversé par ce qui s'est passé. Et puisque Hauser prend l'argent à ceux qu'il considère comme de simples gamins, ces derniers commencent aussi à se fâcher et décident de régler ce qui se passe. Avec un bon combat. Mais qui tient le mieux l'alcool ? Dans une séquence où Nassiens semble très confiant de ses capacités, il explique aux autres qu'il a déjà découvert ce qui se passe dans cet endroit. Et en fait, tout le commerce de Cannes est basé sur des objets marqués ou faits sur commande et leur vente à des prix similaires. Ce qui n'indique qu'une seule chose, vu le style de ses habitants, tout le monde ici est un voleur. Et même si Hauser est arrivé à la même conclusion, il est déjà trop tard, car ils sont encerclés. Et maintenant, ils se retrouvent face à leur chef, qui s'avère être l'autre apprenti du chevalier sacré, Edrin. Ils sont encerclés par une multitude d'ennemis qui avouent avoir pris le contrôle de la ville, désarmant tous les aventuriers qui s'en approchaient, y compris Hauser. Mais cela leur fait comprendre qu'il faudra plus que lui retirer ses armes pour le vaincre. Il dit cela avec une présence imposante qui semble plus puissante que toutes les autres, si ce n'était pas pour l'alcool qu'il a dans le corps qui suffirait à l'endormir. Cependant, même si la plupart sont inconscients, il reste encore Nassiens et sa magie qui parvient à endormir la majorité des voleurs. Mais Edrin semble avoir un atout dans sa manche, avec cette sorte d'illusion de Percival, grâce à laquelle il finit par être frappé et tout le monde est emmené dans un cachot. Pendant ce temps, Donnie, à l'extérieur de l'endroit, continue de réfléchir aux paroles de son oncle, dont il sait qu'elles sont très justes. Et c'est ici qu'il retrouve Edrin, qui le considère toujours comme son ami. Cependant, il semble que tous les deux aient beaucoup changé, lui parlant d'une manière plus égoïste et sans cet esprit d'entraide qu'il avait auparavant. Malgré tout, il apprécie Donnie et lui propose de rejoindre une nouvelle affaire lucrative qu'il a trouvée, ce que Donnie ne sait pas trop comment prendre. Et encore moins lorsqu'il lui raconte qu'il s'agit de voler les gens qui arrivent au village. Il se contente donc d'être heureux de l'avoir salué et décide de chercher Percival. Cependant, Edrin lui dit qu'il les a tous enfermés et cela met le guerrier très en colère. Cependant, il ne peut rien faire en voyant l'arme secrète de son vieil ami, tandis que Gozer leur dit que ce lâche ne fera rien. Mais il s'avère que le barman que nous connaissions bien s'appelle Taizu. Le grand Taizu qui est gentil avec tout le monde, et il décide de les libérer en disant aux chevaliers sacrés qu'ils doivent s'occuper de l'arme de son apprenti, un grand dragon légendaire, qu'il a apprivoisé d'une manière étrange. C'est donc une nouvelle mission pour Percival et Anne, qui apprennent à interagir avec le chevalier sacré. Pendant ce temps, Taizu explique qu'Edrin n'est pas un méchant typique. Bien qu'il vole les gens,
il les laisse toujours partir et fait semblant d'être le plus fort. C'est quelque chose que le barman a remarqué dès le premier jour où il a mis les pieds dans la taverne. En se laissant influencer, il a gagné du pouvoir et des soutiens peu recommandables qui l'ont aidé après le vol de l'œuf du dragon ancestral, grâce auquel il l'a désormais apprivoisé. Cependant, après tout ce temps, le bébé dragon devrait déjà être sorti de sa coquille. Et la mère commence à le défier car ce n'est pas l'œuf original, seulement une copie. La capacité d'Edrin serait donc de reproduire les choses. Et quand la mère s'en rendra compte, elle commencera à tout détruire. Cependant, Ozer ne veut pas le sauver parce que, selon lui, il le mérite. Mais Taizu a vu que ce n'est pas une mauvaise personne, qu'il protège les femmes et qu'il laisse même en vie les chevaliers qu'il capture. C'est la raison pour laquelle il a été trahi par ses subordonnés, qui laissent tomber l'œuf et finissent par libérer la fureur du dragon qui commence à tout détruire. Pendant ce temps, il découvre qu'Edrin s'occupait du véritable bébé dragon, mais qu'ils ne l'ont pas rendu à sa mère parce qu'il est malade. Et c'est ainsi que Nassiens décide de le soigner, tandis que les autres partent sauver Donnie, ce que son oncle ne comprend pas, car ils le soutiennent. S'il fuit toujours et que c'est Percival qui le défend, en disant qu'il n'est pas la personne à laquelle il fait penser. Car justement, il essaie de sauver son vieil ami pour qu'il ne sombre pas. Il dit vouloir devenir chevalier sacré, ayant trouvé quelqu'un pour qui risquer sa vie en vaut la peine. Cependant, ils sont justement attaqués par le dragon et c'est le protagoniste qui le sauve avec sa magie, allant même jusqu'à renvoyer une énorme attaque de feu contre le dragon, ce qui ne lui fait rien. Ici, nous allons évoquer un événement passé de Ozer. Et comme il était convaincu que Donnie deviendrait un grand guerrier, même s'il était peureux, et avec la motivation qu'il donnait toujours à Edrin, il pensait qu'il y arriverait. Cependant, nous revenons au présent, là où règne le chaos, où tout est détruit. Le bébé dragon ne s'est pas encore remis, et Ozer ne sait toujours pas quoi faire. Alors Shin, qui l'observait depuis un moment, lui avoue que tout n'est pas la faute de ses disciples, mais aussi de vouloir qu'ils deviennent des chevaliers aussi forts que lui. Peu importe que chaque personne soit différente, et même s'il est vrai que Donnie est un lâche, lors de la dernière bataille, il n'a pas obtenu la relique par hasard. Mais c'était une mission suicide où il a été le protagoniste. Tout comme Perceval, qui risque maintenant sa vie en révélant son identité de cavalier et en expliquant qu'il a reçu une mission du mystérieux roi de Léon. Donc pour l'instant, ils sont en train de se faire écraser, alors il lui demande de retirer enfin l'alcool de son système. Dehors, tous usent d'une magie inefficace contre le dragon légendaire et ne peuvent fuir que par ruse. En plus, le petit cheval décide de tomber en panne au milieu de la fuite et maintenant ils sont acculés. Cependant, voilà que des tourbillons apparaissent qui ne peuvent venir que de Hauser. Et même si tout le monde pense que c'est un ivrogne faible, il ne faut pas oublier que c'est le chevalier sacré qui a survécu à la guerre d'il y a 16 ans et l'a remporté. Ainsi, grâce à sa grande habileté et à des techniques au nom bien à elle, il finit par maîtriser la bête avec ce gigantesque cyclone, gagnant le respect de tous. Surtout Perceval, qui s'étonne de tout et qui veut maintenant devenir chevalier sacré comme lui. Pendant ce temps, à Assian, il parvient à faire apparaître le bébé dragon et à le réunir avec sa mère, ce qui la rendait inquiète. Pour des raisons de sécurité, il protège la ville et c'est là qu'Edrin veut repartir. Cependant, son maître lui rappelle tout le mal qu'il a fait, tout en lui donnant un grand coup de poing. Tout cela pour lui faire comprendre que la moitié de la faute revient à son maître, pour lui avoir mis autant de responsabilités. Quand Donnie a décidé de s'enfuir, cela n'a fait que le frustrer, alors il comprend que son maître est mauvais. Et tous les deux doivent recommencer à zéro. Pendant qu'il s'excuse aussi auprès de Donnie qui ne comprenait pas qu'il avait appris à apprécier sa vie ainsi. Il vivait comme un lâche après que sa mère lui ait dit de vivre pour eux deux. Ce changement est survenu après sa rencontre avec Percival et les autres. Il a tout organisé pour que lui et son frère poursuivent leur objectif de devenir chevalier sacré. Et pour cela, il lui rend la relique. Mais pas sans l'avertir qu'aussi longtemps qu'il possédera cet objet, tous les disciples d'Arthur le traqueront, cherchant quelque chose pour lequel il n'est pas prêt. Il s'enfuit à nouveau. Cependant, Percival décide que lui, il gardera cet objet. Ainsi, avec un peu d'aide supplémentaire, Hauser finit par lui remettre l'arme qui l'accompagnera dorénavant. Shin réalise alors qu'il n'a pas encore informé son roi qu'il a trouvé le cavalier recherché. Il s'éloigne donc un peu du groupe, prend la forme du héros que nous avons vu il y a quelques chapitres et qui s'appelle Lancelot. Puis il envoie une flèche en direction de Léon. Là-bas, après un suspense incroyable et un mystérieux Satésat, nous découvrons que c'est pour le roi Méliodas, qui est celui qui a été derrière tout ce plan pour sauver Percival, nous laissant avec une scène incroyable,
pleine de nostalgie. Cependant, après l'apparition du capitaine Meliodas, nos protagonistes poursuivent leur aventure. Mais il est évident qu'ils ont besoin de se reposer, surtout avec le chemin qui les attend jusqu'à Léon. Bien que Percival semble seulement préoccupé de trouver un nom pour sa nouvelle et incroyable épée. Jusqu'à ce que tout le monde ait fini. Profond, du moins, jusqu'à ce que Shin soit perturbé par ce qui semble être une apparition, dans ce cas, une mystérieuse mariée qui lui sourit. Pendant ce temps, le renard ne parvient pas à savoir de qui il s'agit, ce qui le rend pensif. Mais le lendemain, alors qu'ils tentent de gravir la montagne, leur permettant de voir la grande terre de Léonesse, ils se rendent compte qu'ils ne sont même pas à mi-chemin, puisqu'il leur reste encore 4 jours de voyage bien mouvementé. Alors, au moins, ils profitent un peu de la descente, Shin étant le seul à percevoir qu'ils sont surveillés, pendant que Percival arrosait les plantes. Ils tombent sur une sorte de village où tous les habitants sont des créatures assez sinistres, qui ne s'expriment qu'avec ce sourire figé. Malgré cela, les deux plus idiots décident qu'il est bon d'aller saluer les inconnus pendant que le vieil homme d'avant réapparaît, pour les avertir qu'ils ne doivent pas entrer dans une zone aussi dangereuse. Car la véritable identité de ses habitants est cachée par le sceau qui entoure le village. C'est quelque chose qu'il aurait pu dire un peu plus tôt, parce que le duo intellectuel est déjà à l'intérieur, tout comme Shin, qui comme toujours doit s'occuper de les protéger. Et c'est ici que Percival et Donnie tombent sur un tas de personnes sans âme. Du moins jusqu'à ce que ce vieil homme apparaisse, probablement le chef du lieu, qui disait vouloir les accueillir comme ses invités avec la nourriture locale préparée par ses villageois. Pendant ce temps, le chasseur, connu sous le nom d'Art, leur raconte plus sur cet endroit, qui est apparu soudainement il y a 10 ans et dans lequel, depuis, des gens n'ont fait que disparaître. Les aventuriers convainquent l'équipe du danger que courent leurs amis, qui décident de prendre le risque et d'entrer, quoi qu'il arrive. Pendant que les protagonistes semblent profiter d'un bon repas et de boissons, ils sont accompagnés des regards inquiétants des villageois. Et ils trouvent seulement curieux qu'ils soient très silencieux. Ce à quoi le vieil homme leur explique que c'est parce que leur dialecte est très différent de celui que tout le monde connaît. Et c'est ici que Shin intervient, essayant d'interroger le géant pour savoir s'il poursuit Percival ou sa relique. S'il l'observait, assez louche. Cependant, le vieil homme, qui ne tarde pas à reconnaître qui est vraiment le renard, lui demande de parler en privé, ce que Shin accepte sans problème, tandis que Percival s'en fiche et veut juste continuer à manger. Cependant, comme on le voit tout de suite, il semble que cette nourriture n'est pas une origine très agréable et qui sait si la viande n'est pas trop familière. Pendant ce temps, le vieil homme semble avoir endormi Shin. Il ne nous reste donc plus que le reste de l'équipe, qui, avec le chasseur, cherche à détruire le sceau du village en attaquant le noyau que l'on peut voir de l'extérieur et qui sert à cacher la véritable forme des créatures. Cependant, avec le chef dans les parages, ce sera beaucoup trop dangereux. Quelque chose dont Nassien et les Sians se moquent, tant qu'ils choisissent de faire confiance au chasseur, qui finit par leur raconter sa motivation pour les aider. À eux et à tous ceux qui s'approchent de ce danger. Il a perdu son bébé il y a longtemps dans un village qui a également été attaqué par des monstres. Cela rappelle à la jeune fille sa relation avec son père. De plus, en utilisant sa capacité, elle découvre que l'homme ne ment pas. Alors il décide d'agir. Cependant, pour une raison quelconque, le chasseur ne peut pas entrer dans le seau et les laisse continuer seuls pendant qu'il sert d'appât. Mais ici, Anne décide qu'il est temps de reprocher à Perceval son attitude désinvolte, qu'elle souhaite elle-même aider à changer. Surtout parce que le rêve du petit et de devenir un chevalier sacré. Cependant, la première personne qu'il rencontre est Adonis, se tordant de douleur, apparemment à cause de ce qu'il a pris. Alors, Nassiens décide de s'occuper de le soigner, tandis que la jeune fille doit continuer. Cependant, un peu plus loin, elle tombe sur Perceval en train de se faire frapper, et même si elle a envie de l'aider, cela attirerait trop l'attention. Alors, même si elle le souhaite, elle doit tenir bon et continuer, et atteindre le noyau du seau en y laissant toute sa force. Et celle du cheval, ce n'est pas pareil, tu sais. Pendant ce temps, près de là, Nassiens, avec des sorts assez basiques, parvient à calmer la douleur d'Adonis. En fait, il tombe sur Percival, découvrant que 1. Adonis a seulement eu des problèmes d'estomac pour avoir trop bu, et 2. Percival était simplement en train d'apprendre aux souriants du village à se défendre. En plus, le héros s'est fait un ami appelé Dolchomonte, car pour une raison quelconque, le héros peut comprendre et parler le dialecte de ces gens, comprenant qu'ils sont plus qu'aimables. Cependant, pendant que cela se passe, Anne parvient à déplacer la pierre, qui en tombant, finit par être complètement détruite, et même si elle a failli être écrasée. C'est ici que, comme tous les habitants du village, ils retrouvent leur apparence sous la forme que nous connaissons comme des démons, surprenant tout le monde. Pendant ce temps, le chasseur apparaît en révélant sa véritable identité.
Il s'agit de l'un des chevaliers d'Arthur qui, grâce à son équipement, peut désormais éliminer les démons. Et c'est Anne qui se rend compte que quelque chose ne va pas, car ces créatures ne les attaquent pas. Même en voyant Dolchomonte, c'est tout le contraire de ce que le chasseur a dit à propos des créatures agressives et des bêtes tueuses. Fait important, ni Donnie ni Naciens ne savaient de quelle race sont ces créatures. Ils ne les ont jamais vues. Alors le vieil homme apparaît pour leur dire qu'avoir supprimé le sceau permet à l'ennemi de les envahir. Il fait justement référence à Art, qui cherche à éliminer les démons qui restent encore en Britannia, rappelant à tous que c'était l'ennemi, l'humanité, il y a 16 ans, ce qui surprend tout le monde. Cependant, le vieil homme mentionne que ce groupe, en particulier, est celui qui a choisi de s'éloigner du combat et de vivre tranquillement, en paix. Mais il ne va pas accepter cela, et en utilisant une sorte de cage, il parvient à tous les enfermer, tandis que Perceval n'arrive pas à comprendre où ils ont emmené son ami. Et en le voyant de près, c'est là que le chevalier se rend compte que l'enfant est justement le cavalier qu'ils ont découvert il y a quelques jours, et qu'il possède en plus une relique massive importante. Et s'il considère les démons comme des alliés, cela ne fait que confirmer la prophétie selon laquelle il sera chargé de détruire le monde et qu'il doit l'éliminer sur le champ. Cependant, Anne s'interpose en lui disant que ce n'était pas le plan. Une remarque qui parvient à l'affecter, mais il ne peut pas s'arrêter. Malgré tout, il n'est pas le plus habile, alors il décide d'appeler son compagnon. C'est cette créature géante qui, pour couronner le tout, utilise de la magie de haut niveau. Ainsi, Perceval se retrouve assez acculé, car son épée ne parvient pas à le blesser. Un ennemi qui résiste énormément. Cependant, pendant que cela se passe, on voit que le petit cheval, en essayant de se cacher, tombe sur Shin, qui semblait auparavant empoisonné ou quelque chose comme ça, mais il était simplement en train de dormir. Et c'est le moment où, pour la 10e fois, il règle la situation. Pendant que les autres ne peuvent même pas intervenir dans le combat à cause de l'ampleur du combat. Alors Anne décide d'affronter le chevalier qui a réussi à lui mentir malgré sa compétence. Cependant, il lui avoue qu'il a toujours dit la vérité, que ce soit sur le fait d'être un vieux chevalier, d'avoir perdu sa fille, un bébé, à cause des horribles démons. Et même s'il était son allié, au début, il ne s'attendait pas à ce que l'un des enfants soit un cavalier de l'Apocalypse. Et c'est pourquoi il ne peut pas s'arrêter en sachant les dégâts que causent les démons et ce qu'il a dû endurer pendant la Grande Guerre. Il n'a donc pas d'autre choix que d'en finir avec Perceval, qui est gravement blessé. Cependant, Shin apparaît pour corriger sa technique, car il doit combiner sa magie avec l'épée afin d'augmenter la puissance, la triplant ainsi. Et, comme le nain s'adapte rapidement, il parvient à prendre le contrôle du combat, arrachant sans problème les 2 cornes de l'ennemi. Cependant, il baisse sa garde, et cette créature essaie de le dévorer. Mais Naciens profite de l'état de la bête, et grâce à ses sorts, parvient à l'endormir, sauvant ainsi le protagoniste. Pendant ce temps, le chevalier, n'ayant pas d'autre choix, finit par s'échapper des lieux, ou comme il aime l'appeler, une retraite stratégique. Cependant, les démons restent encore scellés, et le protagoniste ne peut pas le laisser s'échapper aussi facilement. Cela surprend le vieil homme, qui commence à comprendre la façon de penser de cet enfant apparemment idiot. Car même si une race comme les démons a une si mauvaise réputation comme dans toute communauté, il doit y avoir de bonnes créatures. De la même manière qu'il y a de la méchanceté parmi les humains. Comme son père, qui a tué son grand-père. Le vieil homme se demande alors, la prophétie du cavalier est-elle réelle? Quoi qu'il en soit, tout le groupe atteint le possible refuge ennemi. Il s'agit en fait de cette grotte remplie de cristaux d'une qualité incroyable où il pourrait facilement devenir riche. Et on voit Donnie avec une grande confiance qu'il n'a que lorsqu'il y a des gens puissants à ses côtés. Selon la science, et comme on l'a vu, le type n'est pas très doué au combat, ce qui serait un avantage pour eux. Mais il n'a pas non plus montré sa magie, qui pourrait être son atout caché. Et c'est à ce moment-là qu'il commence à entendre sa voix, reconnaissant qu'il n'est pas le plus fort, mais il découvre la vérité derrière son pouvoir. Et c'est un sort à effet lent, où toute créature dans un rayon de 50 yards autour de lui est désynchronisée. Il commence à remonter le temps jusqu'à son stade de bébé, quelque chose qu'ils ne peuvent pas éviter. Alors tout le monde commence à voir leur transformation vers une étape où ils ne pourront même plus utiliser la magie. En plus, leur attitude, leurs souvenirs et leur personnalité redeviennent aussi ceux d'un simple enfant. Et même si cela n'affecte pas Aang aussi rapidement que les autres, qui sont un peu plus petits, tous auront le même destin. Et c'est l'occasion parfaite pour le chevalier d'en finir avec le cavalier du ruban. Mort, qui même en tant que bébé, ne pleure même pas, est un gars solide. Il reste difficile de mettre fin à une créature innocente qui, même sans comprendre, s'attache à l'épée. Et il a une force impressionnante pour ses 4 kilos et il ne renonce pas, essayant de se battre autant qu'il peut avec une tendresse abominable. Pendant ce temps, Aang, encore bébé,
essaie aussi de l'arrêter. Mais même si cette petite fille lui rappelle sa fille bien-aimée morte dans ses bras, c'est ce même traumatisme qu'il ne peut pas laisser derrière lui. Que quelqu'un d'autre vive quelque chose comme ça, et que selon la prophétie, c'est ce qui arrivera si les cavaliers restent en vie. Pendant ce temps, Percival, toujours avec cet aspect, essaie de protéger la fille qu'elle cheffe le petit. Et grâce à toute cette distraction, ils gagnent assez de temps pour que le vieux arrive. Heureusement, il ne semble pas souffrir de l'effet de la magie. Cependant, on ne tarde pas à comprendre ce qui se passe, puisque le vieux lui-même le confronte en découvrant que ce chevalier d'Arthur se trouve dans cette grotte, puisque les cristaux que l'on trouve partout dans le monde ont la possibilité de se connecter avec le monde des morts. Et c'est ce qu'attend le plus un père qui a perdu sa fille de façon aussi horrible. Il lui répond également que les effets de son pouvoir font regagner 1 an de vie par minute. Et c'est pour cela qu'il a été si facile pour les protagonistes de revenir 10 ans en arrière. Mais le vieil homme a un compte de 3000 almanachs qui, au minimum, nécessite 3 jours pour faire effet. Donc évidemment, il n'est pas humain. Il lui propose de lui rendre sa fille temporairement s'il lève le sort sur les enfants morts. C'est quelque chose en quoi le chevalier n'a pas vraiment confiance jusqu'à ce que la révélation arrive. Et en fait, le vieil homme cache sa véritable identité. Il est Gunther, l'un des 7 péchés capitaux qui sont les ennemis jurés de ces chevaliers. Pour leur chef, Arthur, cependant, il n'est pas venu chercher des ennuis. La luxure menait simplement une bonne vie et protégeait les démons qui voulaient vivre en paix, comme il l'a dit auparavant. Ainsi, sans qu'ils s'en aperçoivent, il dérobe la relique ayant enfermé toutes les créatures et admet posséder une capacité semblable pour masquer son identité de vieil homme. Avec tout cela, Harbeck sait dans quel danger il se trouve et il ne lui reste plus qu'à s'enfuir en emmenant Percival. Mais ils finissent dans une impasse où, sous toute la pression, il finit par menacer de jeter le petit dans le vide. Parce que bien sûr, Conan ne le ferait pas puisqu'il l'aime beaucoup. Alors Gunther utilise la méthode classique et recrée le bébé du chevalier qui ne peut rien faire. Littéralement. C'est la motivation de sa vie, même s'il sait que c'est une illusion fondée sur le souvenir de sa fille. Même si les caresses et la chaleur de son corps sont fausses, il ne peut pas décrire une meilleure sensation que ce moment. Il se calme complètement et parle au péché en disant qu'il va simplement rendre les enfants à la normale. Puisqu'il a accompli son objectif de vie, il y a des années, c'est Arthur qui le lui avait promis s'il rejoignait son groupe de chevaliers. Cependant, il a toujours douté que son chef tienne réellement sa promesse et ne lui montre pas simplement une reconstitution pour le faire se sentir bien. Alors il remercie Gunther, tandis qu'il semble que tout va bien se terminer. Cependant, à l'horizon, 2 flèches imprégnées de magie s'approchent. L'une vise Percival, pour qui Gunther prend tous les risques sans hésiter et parvient heureusement à mettre l'enfant en sécurité. Cependant, sa force n'est pas suffisante pour défendre Hank de la seconde attaque. Et c'est Harb qui, laissant sa fille, décide de sauver la fillette, qui s'en sort indemne. Mais le vieil homme n'a pas cette chance, avec une blessure qui lui traverse le corps. Après avoir souhaité une bonne vie, il fait ses adieux à ce monde. Alors qu'il semble être un espion, il finit par être éliminé par Shin, qui, comme nous le savons déjà, est une connaissance de Gunther, lequel utilise son sort et parvient à détecter d'où vient l'attaque. Et qui a fait cela alors que c'était un groupe de chevaliers d'Arthur. La luxure choisit alors de leur offrir un cadeau de remerciement inattendu pour l'ennemi. Les chevaliers se disputent parce qu'ils n'ont pas achevé les cavaliers, comprenant qu'on va désormais les rechercher et doivent donc se montrer prudents. Car Ironside, Talis, Kerry et Harbor ont perdu. Était-ce parce qu'ils ont sous-estimé ces enfants ? Mais voici apparaître la flèche de Gunther qui n'est pas très normale et qui est contrôlée. Ainsi, l'archer décide de contre-attaquer à nouveau. Cependant, il n'arrive même pas à la toucher et au contraire, elle s'attache à son corps, ce qui au début semblait n'avoir aucun effet. Mais comme nous le savons, Gunther peut contrôler l'esprit, ce qui le pousse à attaquer ses camarades qui analysent l'intérêt de ce type de magie. Cependant, quand cela suffit, ils éliminent leurs camarades sans souci, car un chevalier de plus ou de moins importe peu. Ils savent seulement qu'ils devront affronter les protagonistes de front, qui à ce moment-là se réveillent sans vêtements, ce qui rend tout le monde assez nerveux. Et Perceval ne sait pas où se trouve l'objet pour libérer Dolce Monte, cependant Gunther a la situation sous contrôle, libérant instantanément sa communauté, qui peut maintenant continuer à vivre normalement, et dont les habitants encouragent même Perceval à venir quand il le souhaite. Pendant que le péché lui raconte ce qui s'est passé avec le chevalier, et même s'il essaie de lui mentir pour ne pas la faire se sentir mal, cela ne fonctionne pas au final. Et la jeune fille, en quête de vérité, finit par aller très mal, vu à quel point la vie d'Arb a été tragique. Pourtant, après avoir pleuré un peu et avoir été consolé par ses amis, ils doivent déjà continuer leur chemin seuls. Car pour Gunther, son travail avec les démons est ce qu'il y a de plus important. Cependant, en cas d'urgence, il sera là pour les cavaliers et pour les gens de bien.
Mais ici, il est plus pressé car il craint d'être rattrapé par l'ennemi. Cependant, Aang est encore très affecté par ce qui s'est passé, alors Shin le détruit. C'était le seul objet souvenir qui lui restait, car comme nous l'avons vu, ils sont très dangereux. Malgré tout, la fille elle s'énerve plus que d'habitude et commence à dire des choses assez extrêmes. Comme si en réalité le renard était du côté des gentils, alors qu'il n'est même pas capable de faire quoi que ce soit au combat. C'est essentiellement grâce à la stratégie du renard qu'ils sont allés aussi loin. Pourtant, c'est Shin qui s'excuse finalement, se demandant vraiment s'il est un fardeau. Heureusement, il parle avec Percival, qui dit toujours ce qu'il pense et qui est heureux simplement d'avoir sa présence à ses côtés. Ainsi, les choses se calment et la fille retrouve sa motivation. Tout ce spectacle était la solution de Shin à la dépression d'Aang. Donc tout va plutôt bien pour continuer, si ce n'est que maintenant, nous avons la grande forêt en mêlée, dont Percival se souvient que son grand-père lui a souvent parlé. Selon Shin, cet endroit serait idéal pour piéger le groupe d'assassins. Pendant ce temps à Camelot, les hauts responsables ont déjà appris que Gutter est intervenu et a tué l'un de leurs chevaliers. Comme nous le verrons plus tard, cette fille qui semblait être une victime peut se cloner. Alors Arthur donne la liberté aux ténébreux d'intervenir s'il le souhaite. S'il obtient des résultats ou lui trouve une petite amie. Étrange demande, non? En tout cas, les assassins arrivent dans la forêt et sentent 4 sources de magie, pensant que les protagonistes veulent les séparer. Cependant, les chevaliers sont confiants et se dirigent chacun vers un lieu sans connaître la source de magie. Ce sont des mini-Percival et les protagonistes attendent dans une zone que les assassins mordent à l'hameçon pour les éliminer un par un en supprimant leurs traces. Grâce à une compétence de Shin, qu'il a d'ailleurs apprise dans la forêt des fées, je vous laisse deviner. Pendant ce temps, Nassiens goûte l'un des ingrédients qu'il a obtenus dans le village des démons. Ce qui excite tout le monde. En tout cas, le premier chevalier tombe dans le piège, alors toute l'équipe l'attaque. Cependant, le type semble seulement s'intéresser à Percival, même s'il n'arrive pas à le reconnaître à cause de sa petite taille. Il libère donc simplement son pouvoir contre tout le monde. Grâce à la lévitation de Donnie, la situation reste simple et se conclut par une contre-attaque, en reconnaissant qu'il était doué. Ici, il utilise sa technique de sorcellerie, et Shin les prévient de recouvrir leurs armes de magie. En effet, ce type peut faire en sorte que n'importe quel matériau ou objet perde sa résistance, ce qui rend ses coups beaucoup plus puissants, sans avoir besoin d'être le plus fort. Profitant du fait que Donnie doit maintenir l'arbre immobile tandis que Percival se précipite, il est également blessé. Cependant, ici Nassiens brise sa garde et encaisse le coup. Il se rend compte que grâce à l'ingrédient qu'il a pris, les effets de cette magie n'ont aucun effet sur lui. Profitant de son pouvoir de renvoi, il renvoie l'attaque et donne à Percival l'occasion de prendre son adversaire par derrière, éliminant ainsi l'un des chevaliers. Mais il reconnaît que ce qui les attend sera difficile. Alors le héros utilise maintenant sa magie pour les déplacer à grande vitesse. Mais Shin lui reproche que, malgré les avoir soignés, qu'il continue à défendre l'ennemi. Et pour Perceval, tuer n'est pas une option pour le moment, même s'il doit pousser un peu plus sa magie. Il va le faire, c'est d'ailleurs ce qu'il fait en ce moment même, en perdant de la vitesse au passage. Pendant ce temps, ils parviennent à rattraper les 2 ennemis qui arrivent sur l'une des créatures du purgatoire qu'Arthur leur a donné. Ce sont des informations que Shin nous donne. Alors Percival fait ce qu'il peut pour utiliser sa magie, cependant il utilise ce qui lui reste pour éviter qu'il ne meure en tombant. Laissant hors jeu le plus fort est Nassiens, qui commence à ressentir les effets secondaires du médicament. Ainsi, les 2 plus faibles doivent s'en charger, essayant d'abord de demander leur nom, mais ils décident de passer outre. Cependant, il semble que Shin les connaisse très bien, citant des noms, voire des détails qu'ils ne devraient pas connaître. Enfin, ils finissent par se provoquer mutuellement, surtout Anne avec sa rivale, ce qui se termine en crépage de chignon. Pendant ce temps, Donnie est plus qu'effrayé, car son rival est un géant et son vainqueur. Avantage de lévitation. L'explosion d'énergie de l'ennemi, qui couvre une grande zone et que Shin lui signale, est-elle suffisante ? Pendant ce temps, les filles utilisent toutes leurs compétences. Le renard explique à Anne que le point faible de la fille à la grosse poitrine est le bâton de pouvoir. En suivant ses conseils, elles reprennent un peu le dessus. En fait, au point qu'Anne parvient à retirer le bâton de son ennemi avec précision et qu'elle libère son sort, qui consiste à se cloner. Cependant, Anne n'hésite pas une seconde et grâce à sa capacité à mentir, elle la vainc sans problème. Pendant ce temps, Donnie, qui n'a que son couteau, ne peut s'empêcher de fuir comme toujours. Cependant, lorsque l'ennemi accepte de se battre uniquement avec ses armes, le visage de Donnie change complètement et il décide de se battre. Et là, faisant preuve de talent latin, il manie ce métal avec une fluidité incroyable, infligeant des blessures qui ne font qu'attiser sa colère. C'est le moment d'attaquer avec de la magie, mais sa lévitation n'est pas très puissante. Et là, en lançant la phrase de Scanor, Shin lui dit
qui l'a décidé. C'est-à-dire, qui a décidé que son pouvoir serait faible. Il lui montre que les sorts fonctionnent avec l'imagination de celui qui les utilise. Et s'il veut quelque chose de puissant, il doit l'imaginer. Alors, au moment où il arrête de voir petit et voit qu'il peut y arriver, il jette l'ennemi comme une ordure. Il change sa capacité de lévitation en télékinésie, et pas n'importe laquelle, pour que le combat soit plus équilibré. On voit que, dorénavant, l'équipe va évoluer. Après avoir surpris tout le monde en révélant que sa capacité est la télékinésie, pas la lévitation. Ils célèbrent leur petite victoire, tout en reconnaissant que, pour la plupart, le succès est dû aux indications de Shin. Cependant, ce n'est pas fini, car le chevalier surnommé l'Immortel ne sera pas facile à vaincre, surtout avec sa soudaine montée en puissance. Tout de même, la confiance de l'équipe a beaucoup augmenté. Cependant, une présence qu'ils ne parviennent pas à ressentir apparaît et parvient à enlever la relique à Perceval, suivi d'un coup à la tête qui l'endort pendant quelques minutes. Heureusement, Donnie ne lui cède pas facilement l'objet. Mais avec sa présence, on devine que ce chevalier, sous le nom de Fidik, est le plus fort de l'équipe, mais surtout le plus intelligent. En étudiant la capacité de Donnie, il se demande même jusqu'où s'étend son pouvoir. Et même s'il décide de réprimander ses camarades, il préfère se venger de ce que les cavaliers leur ont fait. Et même s'il s'agit d'enfants, il les fera souffrir d'une manière telle qu'ils préféreront la mort. Pendant ce temps, l'autre chevalier que Perceval a laissé en vie réapparaît sans aucun changement malgré le fait d'avoir été sauvé. Donc, c'est mauvais signe, car il utilise un peu de sorcellerie. Toute l'équipe retrouve sa vitalité et sa puissance, tandis que les protagonistes sont au plus mal et sombres dans le désespoir. C'est donc le bon moment pour que tout le monde commence à se lamenter et à faire ses adieux. Pendant ce temps, Shin ne peut qu'observer Perceval, et comment va-t-il réagir fidèle à lui-même? Un garçon déterminé qui refuse de perdre ses compagnons, et même s'il doit utiliser uniquement son pouvoir, cherchera un moyen de réagir, de gagner. C'était la réponse que cherchait Shin, qui, en lui donnant de la motivation avec ses amis, le conduit au combat. Il lance donc une attaque assez puissante, ce qui, pour l'état actuel de Perceval, est un miracle, mais qui ne représente pas grand-chose pour ses ennemis. Cela dit, avec cette montée d'adrénaline, tous les enfants se ressaisissent, faisant comprendre à Fidik qu'une partie de la motivation de tous vient de ce cavalier nain. Il lance donc une attaque groupée qui semblait viser Perceval. Cependant, en réalité, il visait le véritable chef, sans qui ses enfants ne seraient jamais allés aussi loin. Ainsi, le renard se retrouve entouré d'ennemis, tandis qu'il lui demande comment il connaît tant d'informations à leur sujet. Il lui propose même un marché. S'il leur donne de bonnes informations, il n'aura pas une mort aussi douloureuse. Cependant, Shin fait une contre-offre et leur dit qu'il leur donnera les informations dont ils ont besoin s'ils laissent partir ses enfants. Ils ne peuvent pas accepter cela, car c'est la mission de leur roi Arthur, tandis que les autres ne peuvent rien faire pour entrer dans cette épée. C'est Zelda, imprégnée de magie et très puissante. Alors, en faisant ses adieux à Perceval, elle lui dit qu'ils ne se reverront plus, nous laissant entendre qu'elle accepterait son destin. C'est ce qu'elle fait, non sans lutter, et elle devient plus rapide que l'éclair. Pendant ce temps, l'un des chevaliers est littéralement criblé de flèches mystérieuses et commence à démontrer sa supériorité, obligeant l'ennemi à paniquer, ce qui les pousse à libérer de la magie dans une zone aussi restreinte. Ce qui, évidemment, est une mauvaise idée et nous donne l'occasion de voir l'apparition de Shin sous sa véritable forme. Comme Lancelot, l'archer qui parvient à retirer de nombreux organes à l'ennemi à main nue. Et là, le chevalier, désormais désespéré, lui demande de lui dire son nom, mais en l'entendant, Lancelot ne le reconnaît pas. Ils ne se connaissent pas, car l'ennemi, littéralement n'importe quel ennemi de ce guerrier, ne peut pas s'échapper sans mourir, et encore moins raconter son histoire. C'est un mystère pour Fidik, qui ignore le fonctionnement de ses nombreuses attaques, dont le changement de forme. Il ne lui reste donc plus qu'à attaquer directement avec une tornade et quelques attaques au corps à corps que le renard, sans trop d'efforts, parvient à esquiver. Au point qu'il commence même à se renseigner sur un chevalier et un forgeron qu'il recherche. Il a le temps de tout faire, ce que l'ennemi ignore, et de toute façon, il ne le lui dirait pas, car il s'avère que Shin peut lire dans les pensées. C'est important pour tous ceux qui ont pensé du mal de leur coéquipier, à l'exception de Perceval, qui arrive à peine à parler correctement. Ainsi, se sentant complètement dépassé, il décide de s'enfuir sur son cheval. Au moins, il pourra prévenir les autres à propos de cet ennemi, qui jusqu'à présent reste secret pour tout le monde. Cependant, Lancelot, utilisant seulement le couteau de Donnie, lance une attaque éclair si puissante qu'il désintègre complètement l'ennemi, ce qu'Arthur ressent au moment où son pendentif est détruit. Ainsi, pour la première fois, il sent qu'il doit mettre de côté sa recherche d'une petite amie et prendre les cavaliers plus au sérieux, lesquels, en ce moment même, sont justement en train de réfléchir au mystère que représente leur nouveau compagnon ou ancien compagnon. Qu'est-ce que le renard essayait d'éviter ?
La méfiance de son équipe, du moins jusqu'à ce qu'il entende Perceval penser que son ami va bien et qu'il ne l'a pas perdu, contrairement à son grand-père. Il se calme donc et décide de se présenter à tous comme l'un des guerriers du grand roi de Léon, dont la mission est de protéger et d'escorter le jeune cavalier et ses compagnons jusqu'à la grande ville, en testant au passage la détermination de cette équipe si improvisée. Et pendant qu'il parle, il donne une sépulture décente au chevalier. Ainsi, à Hassien, il se rend compte que des créatures possédant de telles capacités viennent normalement du royaume des fées. C'est quelque chose qu'il ne nie pas et qui sera important, mais il change de sujet lorsque Perceval veut qu'il lise ses pensées, qui sont un peu particulières. Mais il n'y a pas de temps pour jouer car Pelgar revient reprendre ce qu'ils avaient laissé en suspens depuis longtemps. Mais Lancelot, qui ne peut pas laisser voir davantage de son pouvoir, est obligé d'utiliser à nouveau l'un de ses sorts, les emmenant tous directement jusqu'à la grande ville de Léon, où le prochain objectif est de rencontrer le grand roi. Les deux paysans sont surpris partout, que ce soit les bâtiments, les gens ou autre chose. Alors Lancelot, qui sert de guide, décide de se présenter aux gardes du château qui commentent que le roi se promène dans la ville. Correction lors d'une tournée d'affaires en ville, quelque chose d'aussi ennuyeux que, dès qu'il baise la garde, Perceval disparaît et continue de découvrir le village où il tombe sur un vieil homme qui nous semble assez familier, appelé Dreyfus la chèvre. Souffrant de maux de dos liés à son âge, il est finalement aidé par Perceval qui porte ses affaires jusqu'à la taverne du cochon au bout de la rue. Cependant, en chemin, il rencontre ce qui semble être un enfant assez empathique. Et non seulement cela, mais il prend confiance en voyant l'objet qui l'accompagne. Se présentant comme Méliodas, la bête est le propriétaire de la taverne qui cherchait une surprise incroyable, mais pas autant que la nourriture qui l'attend, qui semble délicieuse, mais qui concentre les pires saveurs qu'une personne puisse goûter. C'est ainsi que Perceval perd connaissance, allant même jusqu'à voir son grand-père décédé, tandis que le reste de l'équipe le cherche partout. Lancelot quitte le groupe pendant que le protagoniste se réveille dans son lit. C'est ainsi que le roi Méliodas connaît son nom grâce au casque et à l'insigne qu'il portait, mentionnant aussi son grand-père Vergis. Quelque chose qui semble suspect à Perceval, mais quand il lui avoue qu'il est Méliodas, le roi de Léon, Perceval éclate de rire, parce qu'il ne peut pas croire qu'un enfant pratiquement de sa taille soit le chef. Malgré tout, il s'en moque, ne tente aucune explication et se contente de lui souhaiter la bienvenue, rendant la discussion plus sérieuse. Parce que le protagoniste lui demande s'il est vraiment l'un des cavaliers de l'Apocalypse qui va détruire le monde, si Arthur est vraiment le méchant. Et pourquoi son grand-père a-t-il dû mourir? Cependant, il ne lui répond tout simplement rien et décide de l'emmener faire une promenade. Un type incroyable, j'espère qu'il aura sa propre série un jour. En fait, il l'emmène voir Dreyfus et Hendrickson qui se montrent très gentils, même s'ils sont un peu trop enthousiastes à l'idée de l'étudier. Il se dirige donc à la forge de Hauser, que nous avons déjà vu il y a quelques épisodes. Mais surtout, on voit l'équilibre qui règne dans la ville, avec toutes les races vivant en harmonie. Même ici, les géants servent un peu de Uber, ce qui donne finalement un très beau panorama de la ville. Perceval demande s'il n'y a pas de démons ici, car il en a déjà rencontré de très gentils. Comme c'est un peu confus pour Méliodas, même Perceval essaie de lui faire une blague en parlant le dialecte démoniaque. Mais le roi se révèle encore plus rusé car il sait aussi des choses. Cela marque le début d'une bonne relation entre ces deux-là, car Perceval semble reconnaissant de pouvoir être dans un endroit où il ressent autant de paix et de tranquillité. Cependant, Méliodas l'arrête, car selon lui, ce bonheur touchera bientôt à sa fin. Il lui demande directement son aide pour sauver le monde, en fait. Pas seulement à lui, mais aussi aux 4 cavaliers de l'Apocalypse. Cependant, le petit lui dit de ne pas trop avoir confiance en lui, car sans son équipe, il n'aurait même pas atteint la ville. De plus, la prophétie dit qu'ils seront les destructeurs du monde, pas les sauveurs. Cependant, Méliodas dit qu'on ne leur a pas raconté la partie la plus importante de l'histoire. Mais ils sont interrompus ici par quelques problèmes qui surviennent à Méliodas. Et il doit s'en aller. Cependant, Perceval avait déjà disparu. En poursuivant une sorte d'objet magique qui apparaissent dans le ciel, il finit par entrer en collision avec cette fille aux cheveux roses appelée Isolde. Cependant, en touchant une zone qu'il n'aurait pas dû, la fille qu'il a gardée pour quelqu'un de spécial décide de le tuer pour ce péché si grave. Plus loin, les camarades de la fille voient la poursuite du garçon. Et en voyant qu'il porte l'objet qui appartenait au chevalier d'Arthur, ils le prennent pour un complice, voire un ennemi, et décidant de l'arrêter. Surtout ce type qui semble avoir beaucoup de colère contre ses chevaliers. Alors il se présente simplement. Et avant que Perceval puisse le défendre, le plus grand utilise sa capacité qui affaiblit sa respiration et lui enlève la parole, alors tout le monde commence à l'attaquer sans raison. Et avant de les capturer comme il se doit
et comme le suggère ce gars à la perruque, il décide de le tuer. Ne connaissant pas son niveau de puissance, il affronte la fille, qui finit par réserver bien des surprises. Cependant, dès que Percival utilise un peu de son pouvoir, la malédiction qu'on lui avait lancée en a littéralement peur et s'échappe de son corps comme elle peut, lui rendant sa voix. Pendant ce temps, l'attaque de la fille est renvoyée avec une telle intensité qu'elle met Isolde à terre. Et maintenant, c'est le postiche qui, pour défendre sa femme, utilise sa magie des ténèbres, tandis qu'il ne laisse pas le garçon s'expliquer. Cependant, avant qu'il ne puisse l'attaquer, le reste de l'équipe apparaît pour le défendre. Mais cet émo utilise à nouveau la malédiction contre tout le monde. Cela les affecte complètement et ils sont gravement blessés, ce qui fait perdre la raison à Perceval. Et tandis que les guerriers chantent leur victoire, le niveau d'aura de l'enfant commence à augmenter dangereusement pendant qu'il récite des mots dans une autre langue. Cela aurait pu être une explosion sans l'arrivée, à ce moment précis, de ce type appelé Tristan. Mais la tension ne s'arrête pas, car en ce moment Méliodas a des problèmes, puisqu'un guerrier important dont ils avaient besoin s'est échappé et erre dans la ville. Cependant, il décide de confier la tâche à Lancelot, car il reçoit l'appel de l'ancien roi de Lyonesse, le célèbre Bartra. Ce dernier semble avoir une sorte de rêve prémonitoire, confirmant que les 4 chevaliers vont se réunir comme le veut le destin. Mais la pluie fine, la lune et les vents violents annoncent la perte de l'espoir, ce qui inquiète Méliodas. De l'autre côté de la ville, l'arrivée du garçon aux cheveux blancs apaise la situation. En effet, même si les inconnus peuvent être des alliés d'Arthur, ils n'ont aucune preuve de cela pour justifier la raclée qu'ils leur ont infligée. Ainsi, Lémo est obligé de lever sa malédiction, ce qui ne semble pas vraiment lui plaire. Malgré tout, il doit obéir au prince de Léon, qui les réprimande pour ne pas s'être renseigné sur le fait que la pièce que Percival possède et pour laquelle il est accusé a été récupérée par des alliés il y a quelques jours. Alors, Lémo fait passer cela pour un petit malentendu, tout en laissant transparaître son dégoût envers Percival. À ce moment-là, plongé dans l'obscurité et incapable de voir ses amis, il commence à perdre le contrôle. Il saisit le bras du chevalier et le serre à tel point qu'en retirant le gant, il découvre une nécrose inquiétante. Heureusement pour lui, il peut s'en prendre à quelqu'un d'autre. Tristan intervient en l'envoyant d'un coup de pied dans le ciel, ou l'affronter. Il préfère d'abord discuter car il ne le considère pas comme un ennemi, sauf s'il y est contraint. Mais Perceval, à ce moment-là perdu et parlant une langue étrange, pousse Tristan à utiliser son attaque divine pour révéler qu'il ne s'agit pas d'un démon. Cependant, cela n'empêche pas le nain de l'attaquer, alors Tristan est obligé de riposter en infligeant 2 blessures assez graves. Mais en même temps, pas pour quelqu'un comme Perceval une menace qu'ils devront exterminer. Cependant, les autres garçons se placent devant lui pour le soutenir, comme toujours, et même si c'est dangereux, ils s'approchent pour l'enlacer, lui montrant qu'ils sont là pour lui, ce qui équilibre ses niveaux de pouvoir. Et c'est là que Denis avoue enfin que cet enfant qu'ils attaquent est l'un des cavaliers de l'Apocalypse. Alors, rapidement, l'autre garde retire la malédiction, mais Keon garde toujours son air dégoûté. En fait, Perceval pleure de bonheur en voyant ses amis, mais ceux-ci ne tiennent pas longtemps debout à cause de la gravité de leurs blessures. Il est important de noter que la guérison magique de Perceval ne fonctionne pas si son équipe n'est pas en sécurité. Alors Tristan, utilisant sa divinité, les soigne en un instant. Un pouvoir qui enthousiasme beaucoup le protagoniste, comme tout le reste. Cependant, il doit aussi s'occuper du bras de Kion, sur lequel, curieusement, sa magie ne marche pas. Il doit donc s'agir d'une maladie ou d'une malédiction, ce qui pousse Lémo à adopter une attitude trop prétentieuse, arrogante, se plaignant d'une punition qu'il a lui-même provoquée. Malgré tout, Percival garde son calme, prend son bras et parvient 7 fois à le soigner grâce à son pouvoir. Ce qui devrait suffire à Lémo pour s'excuser d'avoir failli tuer des enfants innocents. Pourtant, il présente ce qui s'est passé comme un simple malentendu. Des excuses qui ne suffisent pas à Tristan, mais pour éviter d'autres problèmes, il laisse passer. Mais ce qui est important, c'est que Keon savait quels alliés avaient récupéré la pièce du cercueil, se faisant passer pour une victime en disant qu'ils étaient déjà poursuivis par Isolde depuis le début. Et il n'a attaqué que comme il le devait, ce qui n'est pas convaincant pour tout le monde, surtout pour Hank. La situation se calme car Isolde avoue poursuivre le nain qui lui a arraché quelque chose. Sa virginité qu'elle avait réservée exclusivement à Tristan, et qui maintenant ne la rend plus digne du chevalier à l'humour japonais Ness. En tout cas, viennent donc les présentations où l'on a la grande révélation que Tristan n'est pas seulement le prince du royaume, mais aussi l'un des cavaliers de l'Apocalypse. Il est justement en train de réunir ses 3 autres compagnons, en fait, il n'en manque plus qu'un. Cela déroute les protagonistes,
qui découvre que Lancelot, présent tout ce temps, était aussi l'un des cavaliers. En fait, il apparaît, comme toujours, à des moments aléatoires pour prévenir tout le monde que le 4e cavalier, que Tristan avait déjà repéré, s'est échappé. Et il se trouve quelque part dans la ville. Ils se divisent donc en équipes pour chercher le dernier allié, dont ils n'ont que 2 détails. Et il porte une armure étincelante entourée d'or, et son nom est Gauvin. Cependant, avant de partir, Lancelot, qui lit dans l'esprit du prince, lui dit de ne négliger aucun détail. Et il se trouve que ce cavalier est un familier d'Arthur lui-même, ce qui finit par être contradictoire pour tout le monde, mais il n'y a pas le temps d'en discuter. Et nos protagonistes se dépêchent de chercher dans toute la ville, où il est évident que la cible ne se promènerait pas avec une armure voyante s'il cherchait à se cacher. Mais ici, ils discutent un peu. Percival reconnaît que bien que son nouveau compagnon soit un familier d'Arthur, cela ne justifie pas de le détester. Il doit juste en finir avec son père. Et en fait, ils parlent aussi de ce qui s'est passé avec la perte de contrôle de Percival, rappelant au petit qu'il a failli perdre ses amis. Et il est très reconnaissant qu'il l'ait sauvé de ce qui lui est arrivé. Quelque chose qui, à sa manière, émeut tous les autres. Celui qui déborde d'émotions, c'est Naciens, qui essaie d'exprimer ses sentiments pour Percival, mais finit par ne rien dire. C'est quelque chose que nous commençons déjà à deviner, et que les lecteurs du manga savent très bien. En tout cas, il est vrai qu'ils se font de bons alliés dans la ville. Mais Anne les avertit qu'ils doivent se méfier de Kion, qui a menti tout le temps, et il est évident qu'il cache quelque chose. Ses enfants lui veulent juste accomplir leur mission, et ne peuvent pas perdre contre l'équipe de Tristan. Pendant tout cela, une fois de plus, le vieux Bartra prophétise l'union des 4 cavaliers de l'Apocalypse, mais aussi la perte d'espoir qu'ils vont subir. Tout le dialogue avec cette fille mystérieuse en arrière-plan, que nous verrons dans un instant. Alors que Lancelot observe le paysage à la recherche de sa cible, il est surpris par cette fille. Elle est très familière et semble bien le connaître. Mais quand il lui demande qui elle est, elle se jette sur lui en affirmant être sa bien-aimée. Bien qu'elle ait au maximum 10 ans, elle fait encore caca jaune. Malgré cela, c'est une fille très maligne, alors elle préfère se montrer comme la plus forte. Mais cette petite le connaît trop bien, même jusque dans des détails très privés. Malgré tout, sa servante apparaît pour l'emmener. Et elle ne lui laisse qu'un indice. Il trouvera bientôt la personne qu'il cherche. C'est justement la mission que mènent les chevaliers de Tristan. Mais Kion ne lâche pas Percival et continue de parler de lui et de Lancelot. Ce sont des paysans qui ne méritent pas d'être parmi l'élite juste à cause d'une prophétie. Et pourtant, Tristan continue de les reconnaître comme de grands et puissants guerriers. Mais ici, seuls les mots remarquent que le chevalier qu'ils cherchent est proche. Alors il s'éloigne des autres en silence, profitant du fait que les autres sont avec le chevalier. Elio, petite anecdote, est un enfant apparaissant dans la première saison de Nanatsu, jouant au chevalier sacré. Le fait est qu'à ce moment-là, les protagonistes sont perdus en voyant la variété d'armures qu'il y a dans la ville. Et aucune ne correspond. Du moins, jusqu'à ce que tout le monde ressente une présence meurtrière entrant dans la ville, ce dont même Lancelot se rend compte. Mais avec tant de choses qui se passent et des gens étranges, il se cache sous la forme d'un renard. Péliot étant le premier à trouver la source de cette étrange énergie. Et il semble qu'il ne s'agisse que d'un ivrogne, qui paraît assez normal en apparence, mais il l'interroge quand même. Est-ce que ce monsieur a un problème avec l'argent? Il commence un combat où le chevalier se met à égalité, car c'est une bataille à coups de poing. Mais il s'avère que l'ivrogne a un corps assez particulier, apparemment fait de feu. Pendant ce temps, nous retrouvons Kion, qui parvient à rattraper le chevalier, et sans lui laisser le temps de parler ou de s'expliquer, le maudit et le capture instantanément, révélant la jalousie qu'il ressent envers le fait que les 4 cavaliers soient les élus de la prophétie. S'il en vint un, il serait un meilleur candidat. Situation tendue où il intervient. Tristan s'en doutait déjà, mais il ne voulait pas admettre qu'un de ses guerriers ait clairement ce comportement anormal. Alors ils lui font lever les malédictions pour ensuite recevoir sa punition. Mais l'important, c'est de soigner le cavalier, ce qui arrive. Évidemment, c'était une autre personne qui a trouvé l'armure abandonnée, donc Gauvin est toujours en liberté quelque part. Cependant, nous revenons au ivrogne, qui s'est avéré être un guerrier fort, même assez menaçant. Du moins jusqu'à ce que Perceval arrive sur les lieux, ce qui le rend très excité de le voir car ils ont un duel en suspens. Et même si personne ne comprend ce qu'il dit, on nous révèle qu'il s'agissait en réalité du vieux Pelgar sans armure qui a suivi tout le chemin le cavalier de l'Apocalypse. Tout le monde est surpris car personne ne pensait que cet enfant serait le héros de la prophétie. Toutefois, l'essentiel reste d'éliminer un chevalier d'Arthur. Et pendant qu'ils évacuent les gens, ce sont les plus puissants qui doivent l'affronter. Cependant, le chevalier sacré prend les commandes,
car c'est son devoir de protéger les gens, mais surtout le petit. Pendant que nous nous éloignons, car Isolde continue de pleurer son amour non partagé. Pendant qu'elle sent une grande présence derrière elle, avec une voix grave qui essaie de la réconforter, lui disant à quel point elle est belle et forte, et qu'elle ne devrait pas perdre de temps avec des hommes qui ne la méritent pas. Situation de flirt intense, qui, même si elle ne porte pas beaucoup de fruits pour le moment, nous permet de découvrir la véritable. Et quelle présence si puissante à Gawain, qui est l'héritière du soleil. Et justement, au milieu de son discours, Amour est interrompu par la bataille dans la ville, qui est quelque peu bloquée par le pouvoir de Péliot, qui désorganise les attaques du Gros. Cependant, rien qu'en utilisant son pouvoir magique, il est assez fort pour tout faire exploser. Et là où Gawain veille sur la nouvelle venue, l'obligeant à intervenir, tandis que Percival s'occupe de garder les autres en sécurité. Même ainsi, le pouvoir du feu lui a toujours posé des problèmes, et cette fois ne fait pas exception, car même s'il a beaucoup mûri, il ne peut toujours pas vaincre Pelgar, qui ne semble pas vouloir le tuer, mais plutôt l'emmener pour qu'il devienne son subordonné. Et peu importe les astuces que le nain utilise, elles ne fonctionnent pas. Mais ici, d'un simple claquement de doigts, l'énorme pouvoir de l'obscur disparaît avec l'arrivée de cette fille, comme l'appelle Pelgar. Mais elle lui répond qu'il est facile de contrôler les attaques d'un simple utilisateur de feu, ce qui, littéralement, le met hors de lui. Cependant, le pouvoir doré de la fille éteint sa flamme sans effort, simplement parce qu'il a interrompu son moment de flirt. Alors imagine à quel point elle est puissante, ce qui surprend Percival, comme toujours. Pendant ce temps, Tristan arrive aussi sur les lieux, lui qui n'avait pas pu voir le genre du soi-disant chevalier. Ils en profitent pour faire connaissance, tandis que Pelgar est cerné par de puissants ennemis voulant l'éliminer, en plus de l'arrivée du renard. C'est quelque chose d'important, car il finit par comprendre que d'après les descriptions que lui a données le vieux sage, ces 4 enfants correspondent aux cavaliers épiques de l'Apocalypse, les plus grands ennemis de leur roi, réunis en un seul endroit. Donc son excitation est évidente face au bataillon qui nous attend. Mais il nous laisse ainsi avec cette présentation épique au moment parfait. Voilà donc pour l'épisode 19 que je trouve génial en tant qu'histoire, et j'espère que nous pourrons continuer à en profiter avec les épisodes qu'il nous reste. Si cela vous a plu autant qu'à moi, j'apprécierais 400 commentaires pour la prochaine partie. On se retrouve dans un prochain résumé. Et comme l'a dit mon père, je vous abandonne.